Tech & Co. Le débrief de la tech. Avec nos invités, ce soir j'accueille sur ce plateau Perle Bagot du think tank numérique, le Hub Institute. Perle, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Envie de te retrouver et d'accueillir aussi, mais à distance, en visio, on a l'habitude maintenant, Ty Chris, l'entrepreneur, l'ancien sportif mais qui garde la forme, je vois, on constate que tout va bien pour toi. Bon, ça va bien ? Ça va très bien et toi ? Écoute, super, toujours à fond avec tout ce qui se passe. Donc, écoute, maintenant on est tous connectés, mais il n'y a pas de problème, on y arrive très bien. Fais attention à toi et notamment aux cyberattaques. Là, FireEye, c'est la dernière victime en date qui nous dit que voilà, elle a été attaquée par un État-nation. Elle en est restée là, sauf que bon, les médias américains, eux, visent carrément la Russie. Perle, pour eux, ils s'embêtent pas là. Ils disent, a priori, ça vient de l'est, quoi. Comment tu regardes cela ? On sait qu'on n'arrête pas de le dire, même ensemble. Quand tu viens, j'ai l'impression qu'à chaque fois, on parle de cybersécurité, mais c'est le thème qui monte, et on a l'impression que ce sera, sûrement un des 2-3 gros thèmes encore de 2021. On parle souvent de la Troisième Guerre mondiale comme une guerre justement sur Internet avec des très gros enjeux de cyberattaque, puisque en fait, ce sont des enjeux certes diplomatiques, mais aussi très fortement économiques. Et ce qu'il faut voir, c'est que quand une entreprise se fait attaquer, effectivement, il y a la captation de ces données, il y a l'impact business directement, et puis il y a tous les coûts associés d'avocats, d'assurance. Et à chaque fois, une attaque, c'est plusieurs millions, c'est un impact de plusieurs millions de dollars. Donc c'est pas négligeable, surtout pour une entreprise comme celle-ci. Voire dizaines de millions. Et là, on ne connaît pas vraiment cette boîte parce que voilà, c'est américain, que c'est du B2B, mais FireEye, c'est juste un expert en cybersécurité. Donc c'est leur métier quand même. Donc là, effectivement, c'est encore plus peut-être critique, alors cocasse et critique, puisqu'en fait, c'est une entreprise qui est censée défendre et protéger ses clients contre les cyberattaques et vraiment être à la pointe, qui se fait elle-même attaquer. Maintenant, la question, c'est pourquoi ? Est-ce que c'est pour affaiblir cette entreprise ? Est-ce que c'est pour récupérer de la donnée ? Est-ce que c'est pour impacter justement toute la connaissance qu'ils ont sur ces réseaux de cyberattaques, qui soient d'ailleurs soutenus par un État ou pas ? Bien sûr, il y a toujours ça vient de l'Asie, ça vient de la Russie, c'est assez classique. Mais ce qu'il faut vraiment... C'est souvent vrai, mais après, souvent, c'est des boîtes privées, donc ça ne veut pas dire que si c'est une boîte russe, que Poutine est derrière. Tu vois ce que je veux dire ? Non, pas forcément, exactement. Et puis c'est vrai que dans ces zones-là, il y a des gros réseaux de hackers, justement, qui se développent et qui ont un impact international. Donc, une cyberattaque, c'est effectivement un vrai sujet. Et la question aujourd'hui, c'est pas est-ce que je vais me faire attaquer, c'est pour une entreprise, c'est quand est-ce que je vais me faire attaquer. Et donc, il y a tout un enjeu de résilience sur ces infrastructures et sur la sécurité pour pouvoir anticiper. Ouais, je suis en tout cas tout à fait d'accord avec toi. Ce que tu dis, c'est que aujourd'hui, personne peut dire qu'il ne se fera jamais attaquer, en tout cas qu'il est totalement en sécurité, parce que c'est le jeu du chat et de la souris. Il y a toujours quelqu'un, un hacker ou quoi que ce soit, qui trouve un jour une faille. Il n'y a aucune société, je crois, au monde qui ne s'est pas fait hacker. Mais en tout cas, quand je vois cette annonce, je me dis que c'est plus une annonce peut-être marketing et politique. Il doit y avoir une autre raison derrière, parce que vu que c'est une société qui est basée sur la sécurité, c'est pas une très bonne pub pour elle de dire qu'elles se sont fait hacker, quoi, qu'elle s'est fait hacker. On a eu le cas en France, rappelle-toi, avec des entreprises de services numériques, des ESN et des SS2I qui se sont fait aussi pirater. Ouais, il y en a de partout, mais à mon avis, de toutes les façons, elles se font attaquer de partout, tout le temps. Parfois, ça marche et ça doit aller, j'imagine, dans les deux sens. La question quand même que je me pose aujourd'hui, c'est pourquoi elles font cette annonce en disant que c'est les Russes. Peut-être c'est vraiment les Russes, peut-être c'est aussi une stratégie politique derrière. Et parce que, à mon avis, de toutes les façons, ils se font attaquer par les Russes, par les Coréens, par les Chinois, par les Européens, et eux aussi attaquent dans tous les sens, parce que c'est une vraie guerre numérique. Mais donc, il y a une guerre numérique d'un côté, mais il y a également une guerre de l'information. Et quand je vois cette annonce aujourd'hui, je me dis c'est plus une guerre de l'information, parce qu'il y a plein de choses qui doivent se passer qu'on ne voit pas finalement. Mais dans ce qu'on voit, ou en tout cas ce qui sort, parce que maintenant avec le RGPD, en plus, tu es obligé finalement dans les 48 heures de dire ce qui se passe, si tu fais l'objet d'attaques, si surtout les données de tes clients ont en partie fuité, etc. En fait, je pense surtout qu'elles n'ont pas trop le choix. Et faire une annonce comme ça, même s'il reste assez vague sur l'annonce, c'est parce qu'ils ont une obligation de communiquer auprès de leurs clients. Ils ont besoin. Donc il vaut mieux que eux finalement l'assument et le communiquent d'une certaine manière et de manière limitée, plutôt que ce soit appris beaucoup plus tard. Et ça m'a fait penser justement à l'annonce qu'avait faite quelques années plus tard Yahoo, qui avait impacté leur valorisation au moment du rachat par Verizon de plus de centaines de millions de dollars quand même en termes de dévalorisation de l'entreprise. Donc
c'est toujours très touchy comme information et en même temps, ils ont un devoir de communiquer par rapport à ces attaques. Bon, il y a, oui, le truc bien malveillant, il y a pour avoir un peu d'argent, et puis il y a parfois des effets, on peut imaginer demain des effets systémiques, Taïkris. Enfin, je veux dire, regarde, aujourd'hui, tu as l'agence du médicament en Europe, t'imagines si même ça décalque de quelques jours, une prise de décision aussi importante que l'autorisation sur le marché d'un candidat vaccin, ce serait considérable, quoi, comme répercussion. Ah non, les répercussions, elles sont dramatiques. Et c'est clair qu'on va de plus en plus dans ce sens avec la data. On est traqué de partout. Maintenant, il y a beaucoup d'applications. On est obligé de donner sa géolocalisation pour les utiliser, sinon on ne peut pas les utiliser. Et puisque ça devient des applications qui sont extrêmement importantes, je prends l'exemple de différentes applications que j'ai testées dernièrement. Il y a Google Photos qui en fait partie, etc. Donc, la data vraiment arrive au centre. Et donc, il faut, je pense, que de plus en plus des entrepreneurs à l'avenir commencent à créer des systèmes où finalement la data est transmise, mais totalement encryptée, avec des systèmes de end-to-end encrypted où la clé de cryptage ne se retrouve jamais sur le cloud, pour que tous ces géants et ces GAFA, finalement, aient des datas illisibles. Parce que si on leur fait 100% confiance, déjà, même s'ils sont de bonne foi, ils peuvent se faire hacker, et nos datas peuvent se retrouver sur Internet. On l'a vu, Apple s'est déjà fait hacker avec iCloud, et il y avait des photos qui ont leaké sur Internet, etc. Donc voilà, il y a vraiment une organisation qui doit se faire. On est vraiment encore au Moyen-Âge là-dessus. C'est-à-dire que c'est un peu chacun fait comme il veut. Il y a le RGPD qui essaye d'organiser tout ça. Mais encore, c'est pas extrêmement bien organisé. Les répercussions, comme tu le dis, peuvent être juste dramatiques. Les grandes entreprises ont investi là-dessus depuis des années, pas assez visiblement, et elles ne se sentent pas à l'abri, comme vous le disiez. Tu le citais aussi, Perle. Tiens, écoutez là-dessus Michael Amar, qui aujourd'hui est à fond sur les cryptos, la blockchain. Il est d'ailleurs l'organisateur du Paris Blockchain Week Summit en cette fin d'année. Et écoutez ce qu'il est venu nous dire, justement à la veille de son sommet qui a réuni 2500 personnes donc, sur Paris, enfin en virtuel, parce qu'évidemment cette année c'était en virtuel. Et écoutez ce qu'il nous a dit sur les dirigeants du CAC 40. On voit beaucoup de boîtes du CAC 40, en fait, des directeurs financiers qui viennent acheter de la crypto directement sur le marché en France. Et comme ça, à titre individuel, pas pour leur... Non, ils le font en termes de gestion de trésorerie. Ils investissent. Oui, ils investissent. D'accord. Il y a plusieurs sujets. Parfois, c'est pour se prémunir des attaques de ransomware, justement, pendant de cybersécurité. Souvent, les gens veulent se faire payer en bitcoin et vous n'avez pas forcément envie de l'acheter au plus haut, donc vous achetez régulièrement dans Incroyable, ils achètent des bitcoins au cas où ils se feraient rançonner. Ouais, si vous faites rançonner le jour où le bitcoin est à 50 000 $, si un jour ça arrive, il vaut mieux en avoir acheté aussi à 10 000, en fait. J'avoue que j'étais estomaqué là, Taïk, quand il nous a sorti ça. Donc des directeurs financiers qui passent par des startups blockchain en France ou ailleurs pour dire tiens, moi et moi, vous m'achetez régulièrement du bitcoin et vous profitez un peu des creux, parce que comme c'est volatile, pour m'éviter dans X mois, quand je serai attaqué, de devoir acheter en catastrophe un dimanche soir à 30 ou 50 000 $ du bitcoin. Mais c'est exactement ça. Et on parlait des enjeux de résilience sur la cybersécurité. C'est ça, c'est-à-dire que ils vont être attaqués, quoi qu'il en soit, à un moment ou à un autre, puisque même si la technologie évolue, même si la sécurité évolue, en face, les hackers, eux, évoluent aussi. Donc, il faut pouvoir anticiper. Alors, ça fait partie des solutions pour anticiper. Il y en a d'autres. Mais c'est intéressant, sachant qu'une entreprise, elle met en moyenne 5 ans à se remettre d'une cyberattaque. Wow. Donc 5 ans, c'est énorme, d'un point de vue business, d'un point de vue même de valeur de l'entreprise, de positionnement sur le marché. Donc elle peut pas ne pas se prémunir, elle peut pas aussi prendre les codes de ce marché-là. Et effectivement, les rançons sont souvent demandées en bitcoin, donc ce qu'il dit ne m'étonne pas. Non, c'est incroyable, et surtout que maintenant le monde est tellement mondialisé avec l'Internet, c'est-à-dire qu'on peut trouver n'importe qui aux quatre coins du monde, il peut devenir un expert en informatique, il y a des tutoriels sur Internet, il y a tout sur Internet, l'Internet est rapide partout, etc. Et donc il y a plein de pays où il y a des gens, et pas que dans ces pays-là, dans tous les pays, mais je veux dire, il y a des gens parfois qui sont un peu malhonnêtes et qui sont experts en informatique et qui peuvent essayer d'hacker une société française, américaine, aux quatre coins du monde, quoi. Il y a des gens dont c'est leur business model, quoi. Ils ne font que ça, etc. Et donc, ça fait de plus en plus peur parce que l'informatique devient tellement
accessible à tous et la nouvelle génération grandit dedans, et malheureusement, il y a la grande majorité de gens honnêtes, mais il y en a quelques-uns qui ne sont pas honnêtes et qui voient ça comme un business pour faire même de la fraude au président de plein de façons différentes, quoi. Bon, là, la tech... Je vais vous raconter... Oui. Attends, juste vas-y. Une petite anecdote qui est arrivée à un de mes meilleurs potes, qui était mon producteur de télé de Riding Zone dernièrement. Il m'appelle, il me dit, écoute, je dois acheter un appartement avec mon père et le notaire vient de m'envoyer le RIB pour envoyer le virement, mais j'ai un petit truc qui m'intrigue, c'est que l'adresse email du notaire est différente. Je lui dis, appelle tout de suite ton père et dis-lui de bloquer le virement. Le père avait déjà démarré, heureusement il a bloqué le virement. En réalité, le notaire s'était fait hacker et ils ont laissé la négociation aller pendant tout le long et ils voyaient les échanges des mails. Et le moment où il fallait envoyer l'argent au notaire, en réalité, les hackers, ils changent le nom et ils envoient un mail avec le nom du notaire à l'acheteur en disant, voilà, vous pouvez envoyer l'argent pour l'achat de l'appartement sur tel compte bancaire qui est sur un compte bancaire dans des îles, voilà. Et donc, il y a plein de gens qui se font hacker comme ça, mais mon meilleur pote, heureusement, mais ça s'est joué à 1 heure près. 1 heure après, le virement était parti, il n'aurait jamais eu l'argent. Voilà. Incroyable. Donc, il faut faire extrêmement, extrêmement attention. Bon, dans l'actu, on le disait, donc cette année, on a eu des boîtes qui ont souffert. On s'intéressera dans une seconde à Uber, qui a décidé de vendre non pas ses bijoux de famille, mais voilà, ce qui était un petit peu à côté, mais qui peut-être était l'avenir d'Uber. Ça va être des drones pour transporter des passagers, ça va être la voiture autonome surtout, qui aurait pu permettre à Uber d'être rentable, un de ces 4. Voilà, tout cela est vendu. On vous pose la question dans un instant. Est-ce le début de la fin pour Uber ou juste pour passer c'est une mauvaise passe. On fait rentrer un petit peu de trésor et puis on se recentrera sur ces relais de croissance bientôt. C'est juste après sa courte pause, 21h13, la Tech & Co jusqu'à 22h. BFM Business présente Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Coinon. L'actu tech avec donc Uber qui se délaisse de quelques activités qu'on pensait pourtant intéressantes, notamment pour son avenir. On en parle avec vous, Perle Bagot, Taï Chris. Uber arrête le véhicule autonome et puis ce qui pouvait être demain un drone aussi, un système de transport à décollage vertical. Donc un drone qui embarquerait des passagers. Il laisse ça à des startups qui sont spécialisées là-dessus et dans lesquelles il y a une espèce d'échange avec des prises de participation. Mais les salariés sont transférés et c'est plus trop leur problème, quoi. Perle, comment tu regardes ça? Est-ce que tu es surprise ou est-ce que c'est la vie le sujet de la rentabilité de la trésor de Uber est quand même un sujet pareil qu'on évoque très régulièrement. Je pense que oui, on est dans une situation économique globale qui fait qu'il y a des choix à faire stratégiques. Bon, les startups effectivement qui récupèrent à la fois le côté autonome, voiture autonome et côté drone, ce sont des startups avec qui ils travaillaient déjà, sur lesquels ils avaient avancé sur des projets. Ils prennent des participations, 400 millions d'un côté, 75 millions de l'autre. Donc, je veux dire, ils partent pas non plus, ils se désengagent pas complètement du sujet. Et puis, il y a un point important, c'est que c'est des sujets aussi tellement techniques et technologiques que c'est pas le cœur non plus de métier de Uber de faire ça. Donc, à un moment, il vaut peut-être mieux, effectivement, prendre des participations dans des startups qui, elles, ont vraiment le savoir-faire et ont vraiment la capacité de pouvoir déployer ces produits. Oui, toi, tu les vois plus comme une plateforme. C'est vrai que là, ça répond aussi aux critiques qu'on pouvait mettre depuis des années en disant mais ça part dans tous les sens, etc. Ils investissent des milliards à perte pour un truc qui marchera ou pas d'ailleurs. Ouais, là, au moins, pour toi, c'est cohérent. Ils se ressentent sur ce qu'ils savent faire. Une plateforme qui met en relation, ça peut être Uber Eats sur des gens qui commandent à manger et puis des livreurs indépendants. Ou des Après, VTC. je pense qu'ils n'ont pas dit leur dernier mot. C'est pas parce qu'ils font ça maintenant qu'ils vont complètement sortir de dans 2 ans, si ça va exactement. mieux, Donc, au contraire, je pense d'ailleurs qu'ils gardent ça au chaud. C'est juste que là, pour l'instant, ils le sortent de Uber parce qu'il y a des enjeux certainement de rentabilité forte et de trésorerie, mais ils gardent quand même ces 2 startups à côté et ils continuent à investir. Et d'ailleurs, Uber avait vraiment réussi à construire un peu un écosystème entre les parties prenantes publiques, politiques, les acteurs de l'immobilier, les acteurs de la ville, pour vraiment avoir quelque chose qui soit global. Ils avaient fait d'ailleurs des annonces, on l'avait vu au CES en 2020, donc
donc Hyundai, Uber sur justement l'hélicoptère volant autonome et surtout électrique. Donc ils sont toujours là, mais ils fonctionnent différemment pour l'instant. Mais moi je pense que d'ici quelques années, ils reviendront sur le sujet et ils se réapproprieront ce sujet-là. Parce qu'en fait, ça correspond aussi quand même à une vision qu'ils ont du multimodal. C'est-à-dire que pourquoi Uber a été sur le drone et sur la partie aérienne? Parce qu'en fait, eux, ils ont une vision vraiment de continuité entre le transport terrestre et le transport aérien. Et c'est ce qu'on appelle le MaaS, Mobility as a Service. Et donc, comment finalement on propose à un consommateur une continuité dans tous ces transports. Oui, de la trottinette, effectivement, au drone. Ce que Uber fait déjà maintenant. Quand vous allez sur l'application Uber, vous pouvez à la fois prendre un vélo, une trottinette ou une... Oui, mais à un moment donné, tout ça était plus ou moins à eux, entre guillemets. Enfin, voilà, c'était opéré par eux. Là, on sent que maintenant, c'est des partenaires, des sous-traitants, on appelle ça comme on veut, mais c'est pas leur filiale, quoi. Taïg, vas-y. Ouais, en fait, je pense, évidemment, il faut qu'ils se concentrent, comme tu le dis, sur leur business model principal et prouver la rentabilité, etc. Mais je pense qu'eux aussi se sont rendus compte que c'était bien dans des effets d'annonce, mais surtout que ce genre de technologie, avant qu'elle soit déployée auprès du grand public dans le quotidien vraiment, en réalité, ça va prendre 10 ans et peut-être plus, etc. Et donc, c'était super sur l'effet d'annonce, mais ils nous ont vendu un peu du rêve, parce que quand tu les écoutais, ils disaient pas 10 ans, 2022, 2023, voilà. Ça arrive. Mais ça, c'est vraiment des effets d'annonce. C'est beaucoup, beaucoup plus long. Par contre, le jour où ça arrivera, ça va vraiment nous changer la vie, parce que ça veut dire que les gens ne vont plus habiter dans le centre des grandes capitales comme Paris. En réalité, les gens vont venir travailler à Paris. Par contre, ils vont vivre le reste du temps à la campagne avec une grande maison, avec un grand jardin, et plus être enfermés dans des petits appartements. Donc c'est sûr que le jour où ça sera, on aura des taxis volants, des Uber volants partout, ça sera juste incroyable. Mais bon, ça sera dans 10 ans, quoi. On n'y est pas. Cela dit, ça a marché, hein, quand tu t'évoquais à demi-mot cette pression de Wall Street sans la nommer. Ils annoncent ça. Derrière, l'action retrouve un plus haut... touche un plus haut historique, on est quand même quasiment sur une valeur de 100 milliards pour une boîte qui n'a toujours pas gagné d'argent, je crois. Donc ça marche plutôt pas mal. Le storytelling continue. Chez Uber, l'actu tech, tiens, alors là, je sais pas si c'est du storytelling, là, on en parle depuis des mois aussi, c'est une espèce de blues dans la Silicon Valley, et Musk qui décide de s'installer au Texas. Alors il part pas avec ses équipes. Taïg, il a laissé donc SpaceX notamment, et évidemment Tesla à l'ouest, mais lui va s'installer là dans le sud-est, on pourrait dire, au Texas, parce que il y fait bon vivre, parce que peut-être que le confinement est moins strict, et voilà, ils s'en sont plus, il y a peut-être moins d'impôts aussi, je sais pas. Ouais. Sûrement, il y a peut-être une histoire d'impôts, mais en tout cas, apparemment, de ce que j'ai vu, c'était que la régulation est un peu trop rigide et trop stricte en Californie, et c'est peut-être pour mettre le point sur la table et pour montrer aux autorités qui doivent un petit peu être plus souples là-dessus, pour laisser aux entrepreneurs pouvoir créer des trucs incroyables, et la preuve comme quoi, s'ils ne le font pas, les entrepreneurs peuvent partir ailleurs. Donc à mon avis, c'est peut-être un effet d'annonce, peut-être une histoire de taxes, et qu'il a envie de vendre quelque part et pas être autant taxé. Il s'était beaucoup énervé, rappelez-vous, pendant le confinement, sur son usine de Fremont, là au sud de San Francisco, où il disait laissez-moi rouvrir, laissez mes ouvriers travailler, etc. C'est n'importe quoi. Si on ne meurt pas du Covid, on va mourir de la crise, etc. Là, quand même, il a poussé le bouchon jusqu'à déménager, Perle. Est-ce que tu es surprise? Parce qu'au-delà du déménagement, ok, ça le regarde, etc. Mais c'est quand même un symbole. On parle d'un des génies de la tech qui agace ou qui fascine, mais on parle de lui toutes les semaines, pour pas dire tous les jours. Et le type a dit ok, moi, je me casse au Texas. Ouais. Non, mais c'est intéressant, et même dans son discours, quand il disait qu'effectivement, la Silicon Valley, aujourd'hui, se repose beaucoup sur ses acquis, et que finalement, il faut bousculer un peu tout ça, et que le monde a trop tendance, en tout cas le monde de la tech a trop tendance à regarder la Silicon Valley, San Francisco, parce que ça a été un vivier, ça l'est toujours, mais dans une certaine mesure. Bon, après, il part au Texas, il part à Austin. Donc, Austin, c'est quand même une ville qui est quand même très tournée vers la tech, très tournée vers les startups, qui ne va pas dans un ranch au fin fond du Texas. Non, pas du tout. Oui, c'est des villes qui votent démocrates, etc. Attention, donc, exactement, il y a ça aussi. On a beaucoup en France, tu as raison de le rappeler, sur le Texas. Voilà. Donc c'est pas étonnant, moi je trouve ça assez intéressant de regarder ça, et je pense que ça correspond aussi à une critique qu'on peut faire depuis quelques années sur la Silicon Valley, et sur le fait que là où à un moment ça a été un écosystème très ouvert et très dynamique, c'est petit à petit un petit peu refermé, effectivement en s'appuyant sur ses acquis, et que maintenant il faut le rechallenger un peu, et que cette innovation elle soit plus diffusée, moins centralisée. Donc non, c'est intéressant de regarder ce qu'il fait. Après, il y a quand même, effectivement, on parlait
beaucoup de coups de com ou de storytelling. Je pense que ça y contribue. Et c'est aussi lui, sa capacité à dire, regardez, je prends cette décision, je pars de la Silicon Valley, je vais m'installer ailleurs. Oui, j'en suis capable. Oui, je le fais. Et je vous... voilà. Et c'est aussi un aspect de rébellion, en quelque sorte. Ouais. Si ces équipes ne peuvent pas travailler, c'est vrai que le Covid touche tout le monde, mais si ces équipes ne peuvent pas travailler, etc., il y a un moment, en tout cas, il y a certaines personnes, je ne sais pas exactement quel est son avis là-dessus, mais il y a certaines personnes qui en ont marre, qui disent bloquer toute l'industrie, toute l'économie, pour même pas 1% de la planète qui est vraiment touchée, il y a un moment, dans la balance, de mettre des millions de gens au chômage, etc. Il y a plus qu'1% de la planète qui est touchée, mais oui, c'est un taux de létalité d'1%, tu as raison. Dans les morts, oui, bien sûr. Il y a 0,04. Oui, même en Californie, après, bon, il faut voir 3e, 4e vague, etc. Mais regarde, en France, ce 2e confinement a été quand même beaucoup moins fort, et d'ailleurs, on le voit sur le plan économique, que le premier. Donc on est résilient, on s'adapte aussi. Mais après, c'est une réaction typiquement américaine. Pour tous les restaurateurs, je veux dire, les mecs qui travaillent toute une vie et là c'est fini, quoi. Hein. Ils vont déposer le bilan, il y aura des millions de personnes au chômage. C'est quand même dur. C'est quand même dur. Évidemment. L'actu tech, pour terminer, c'est ce jeu-là, un énorme buzz. On nous dit que c'est la plus grosse sortie depuis 2-3 ans dans le gaming. Cyberpunk 2077, hein, vous ne passerez pas à côté au moins de ce nom, si ce n'est du jeu. Si dans votre famille, voilà, votre copain, votre copine, votre enfant, j'en sais rien, va se retrouver donc confiné et à fond avec ça. Écoutons là-dessus donc Amaury de Tonquédec, et puis je vous fais réagir juste après, au-delà d'ailleurs de Cyberpunk, hein, sur cette industrie. D'ailleurs, les Français sont pas trop mal placés, notamment avec Ubisoft ou Gameloft. On écoute Amaury. Cyberpunk 2077 est attendu par les joueurs du monde entier. Son développement particulièrement long et son ambition en font déjà un titre emblématique. Il résume à lui seul un pan de la culture populaire cyberpunk, une sous-catégorie de science-fiction mêlant passionnés d'informatique, de rock ou de punk. Monument cinématographique de cette culture, l'acteur principal de la saga Matrix, Keanu Reeves, prête son visage à un personnage du jeu. Le joueur est plongé dans un monde futuriste au sein de la ville Night City, imaginée de toutes pièces, avec un niveau de détail graphique époustouflant et une histoire digne des meilleurs films hollywoodiens. Mais cette superproduction manquerait de finition technique et comporterait des bugs. L'intelligence artificielle des personnages est aussi pointée du doigt. Ces critiques ont mis le titre sous pression juste avant sa sortie. Son avenir dépend désormais de l'efficacité des correctifs dans les prochaines mises à jour. Oui, ça n'a pas été trié, mais ça a été un peu critiqué, on va dire, hein, par les Happy Few, la presse qui a pu tester ça en avant-première avant que ça sorte ce 10 décembre. Comment tu regardes ça, toi, tu as écrit, au-delà du jeu en lui-même, Moi, ce que je trouve extrêmement intéressant sur ce genre de jeu, et même dans la direction où les jeux vidéo vont, et on voit avec cet exemple, c'est qu'on commence à voir de moins en moins de différence entre un film hollywoodien et un jeu vidéo. Ça commence à se mélanger, aussi bien dans les graphismes, etc., et dans même l'histoire. Avant, quand on jouait à un jeu, en réalité, on s'en fichait un petit peu de l'histoire, de l'intrigue, etc. On avait juste envie de passer d'une étape à une autre, etc., alors que là, on est vraiment plongé dans un film, dans un univers où il y a un scénario extrêmement travaillé avec des acteurs hollywoodiens comme Keanu Reeves, etc. Et où là, maintenant, le téléspectateur, en quelque sorte, se retrouve lui-même acteur en étant lui-même le premier rôle du film. C'est ça qui est. Et 300 millions de dollars, hein, c'est pas rien. Hein. Ouais. Alors ça se passe beaucoup la nuit, donc certains ont dit attention, peut-être faire des crises d'épilepsie, etc. Donc oui, il y aura peut-être quelques correctifs à faire. Du côté d'ailleurs, faut le signaler, de l'éditeur polonais, hein, il faut le rappeler quand même. C'est pas une boîte américaine ou chinoise qui sort ça. Donc un petit cocorico européen. Et d'ailleurs, toi qui es basé aussi à l'Est, c'est pas mal, hein, de voir que ça bouge et qu'on arrive à sortir là des productions mondiales quand même. Des productions mondiales, comme tu dis, et quand tu vois le jeu, en tout cas j'ai regardé toutes les vidéos sur Internet, la qualité, l'ambiance, t'as l'impression d'être dans Blade Runner, quoi. C'est juste. Et ils ont quelques mois de retard, mais peu importe, de toute façon c'est prêt pour Noël. Et puis voilà, tout le monde attendait ça. La PS5 vient d'arriver, donc le timing est pas si mauvais quand même. Ouais, non. En tout cas, moi, je suis partant. Même si j'ai pas le temps de jouer, j'ai vraiment envie de l'essayer.
Bon, on n'est pas des gros gamers autour de la table, mais voilà, on tenait quand même à en parler ce soir. Perle, tu le testeras ou tu t'enseigneras auprès de tes amis ? Non, mais par contre, c'est vrai que toute la partie gaming, c'est un sujet qu'on regarde de près, que ce soit même avec le e-sport au web, parce que c'est une vraie tendance de fond. En termes de business aussi, c'est assez énorme, que ce soit le jeu en lui-même ou tout ce qui a dérivé autour de ce jeu-là. Tout ce qui est aussi jeu sur le mobile qui explose. Et pendant le confinement, là... les femmes adorent. Les femmes sur mobile sont aussi... En plus, et effectivement, ça va chercher des tranches d'âge que ne touchait pas le gaming traditionnel. Donc non, c'est intéressant de suivre en termes de tendance. Après, de là et jouer, bon... À suivre. Merci à tous les deux, Perle Bagot, le Hub Institute et Ty Chris. On-off d'avoir été avec nous. Salut à tous les deux. Il y a On-off et France Digital. Surtout, bien sûr, la chance, comme tu le sais, d'être au bord de France Digital. Qui réunit des investisseurs et des entrepreneurs. On en parle très vite ensemble. Merci à tous les deux. Dans un instant, 21h30, courte pause.